Tu t'es déjà couché avec cette sensation étrange de lourdeur, sans savoir pourquoi. Rien de grave n'est arrivé aujourd'hui, mais ton esprit tourne en boucle, ton corps est tendu, et tu sens que tu vas encore passer une nuit sans paix. Tu fais semblant d'être fatigué, mais au fond, c'est ton âme qui est épuisée. Pas de sommeil réparateur, juste une chute dans le noir, suivie d'un réveil sans énergie. Et si ce n'était pas ton emploi du temps, ni ton alimentation, ni même le stress, mais des mots que tu n'as jamais prononcés, des pensées que tu retiens chaque soir sans le savoir, et qui finissent par saboter ta paix intérieure. Carl Jung disait que ce que tu ne rends pas conscient dirige ta vie. Et chaque soir, ce sont souvent des chaînes invisibles qui ferment tes paupières, pas la fatigue. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 mots à prononcer avant de dormir. Une séquence simple mais puissante qui peut réaligner ton esprit, libérer ton inconscient et transformer ton rapport à la nuit, et donc à ta vie. Pas des affirmations vides, mais un processus ancré dans la psychologie profonde, les découvertes scientifiques et les sagesses les plus anciennes. Si tu es, ou si tu as déjà été dans cette situation, ce moment où tu veux dormir mais que quelque chose t'en empêche, alors laisse un like pour dire « moi aussi j'ai connu ça ». Et si tu veux aller plus loin, partage ton expérience en commentaire, ou simplement écris un mot, un seul. Merci. Carl Jung avait une conviction profonde. Ce que nous refusons de reconnaître dans notre conscience ne disparaît pas. Cela s'enfuit, agit dans l'ombre et finit par diriger notre vie. Il disait que la névrose est toujours un substitut de la souffrance légitime. Et ce soir, avant de dormir, pose-toi une question simple. Est-ce que tu souffres de quelque chose que tu n'as pas regardé, pas accepté ou pas remercié? Tu vis dans un monde où l'on t'apprend à courir, comparer, anticiper, pas à remercier. Le simple mot « merci » semble presque naïf, presque inutile, dans ce brouhaha de pression constante, d'objectifs, de performance. Mais Jung, lui, savait que les forces les plus puissantes ne crient pas. Elles murmurent dans l'inconscient. Et la gratitude est l'un de ces leviers invisibles, capable de changer une trajectoire psychique entière. Elle ne fait pas disparaître la souffrance, elle lui donne un contexte. Elle crée une place pour ce qui a été, pour ce qui est encore là. C'est une reconnexion au réel, là où la plupart des gens vivent dans des projections. Dans les années 2000, des chercheurs de l'Université de Californie ont testé un protocole simple. Demander à des volontaires d'écrire chaque soir 3 choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. Résultat, après 10 jours seulement, leur niveau de bien-être émotionnel avait augmenté de 25%, leur sommeil s'était amélioré et ils déclaraient se sentir plus connectés aux autres. Mieux encore, une étude complémentaire de l'Université de Pennsylvanie a montré que l'effet d'un seul exercice de gratitude bien fait pouvait durer jusqu'à 1 mois. Mais attention, ce n'est pas une to-do list, c'est un acte de conscience. Jung aurait parlé d'intégration, car dire merci, ce n'est pas se contenter de ce qu'on a, c'est reconnaître que ce qui est là a un sens, même si ce sens n'est pas encore compris. Tu es fatigué? Peut-être que ce corps qui lutte te parle. Tu es frustré? Et si ce manque pointait vers ce que tu désires vraiment, profondément, sans oser te l'avouer? Tout prend sens, si tu apprends à regarder autrement. Ce mot, ce soir, merci, ce n'est pas un apaisement, c'est une rupture avec l'oubli. Jung disait que la vie non examinée n'a pas de sens, et cette gratitude du soir, c'est précisément ça, un retour à l'examen intérieur. Pas une quête de perfection, mais une réconciliation avec les fragments. Tu n'as pas besoin que tout aille bien pour dire merci. Tu as juste besoin de voir ce qui résiste encore, ce qui est là, en silence, et qui te porte malgré tout. Et tu sais quoi? Même la science le confirme. La gratitude active les circuits dopaminergiques et sérotoninergiques du cerveau, ceux du plaisir, de la satisfaction et de l'attachement. Elle diminue le taux de cortisol, l'hormone du stress. Elle améliore la variabilité cardiaque, un indicateur direct de résilience physiologique. En d'autres mots, dire merci te rend plus fort, plus stable, moins réactif, plus capable de transformer un échec en levier.
Carl Jung ne parlait pas en termes modernes de gratitude journaling, mais dans son œuvre, il insistait sur l'importance des petits rituels pour reconfigurer l'âme. L'homme moderne, disait-il, est séparé de ses symboles et donc coupé de son pouvoir. Dire merci avant de dormir, c'est un symbole. Un rappel que tu n'es pas qu'un produit de ton passé, mais aussi un sculpteur de ton inconscient. Et peut-être que toi, ce soir, tu te sens vide, usé, déconnecté, peut-être même que tu n'as pas envie de remercier. Alors commence autrement. Remercie la fatigue, elle t'indique que tu as donné. Remercie l'anxiété, elle t'apprend que quelque chose compte encore. Remercie ton corps, même blessé, car il continue. C'est là que commence la vraie transformation. Pas dans le grand bouleversement, mais dans le regard que tu poses sur ce que tu as négligé. Jung disait que tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Ne laisse pas cette journée devenir un poids qui te suit dans le sommeil. Ferme les yeux, respire et cherche. Une chose, une seule. Quelque chose de réel, de discret. Et dis-lui merci. C'est comme allumer une veilleuse dans un tunnel. Ce n'est pas la sortie, mais c'est déjà la fin de l'obscurité totale. Et tu verras, si tu répètes ce mot chaque soir, sincèrement sans forcer, il deviendra plus qu'un mot. Il deviendra une direction, un ancrage, une mémoire, un outil. Il deviendra ton début de paix. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Quand il est sorti, il a dit « En franchissant cette porte vers la liberté, je savais que si je ne laissais pas derrière moi mon amertume et ma haine, je resterais en prison. » Cette phrase a changé la vie de milliers de personnes. Elle est citée dans des conférences de psychologie, en thérapie, même dans les hautes sphères politiques. Pourquoi? Parce qu'elle dit l'indicible. Tant que tu ne pardonnes pas, tu es enfermé. Et souvent, tu l'es sans le savoir. Selon une étude menée par le Stanford Forgiveness Project, les personnes qui pratiquent consciemment le pardon ressentent 70% de réduction dans leur niveau de colère, 13% de baisse de leur pression artérielle et surtout une amélioration significative de la qualité de leur sommeil. Et pourtant, combien d'entre nous dorment avec des reproches coincés dans la gorge, des non-dits, des injustices passées, anciennes, mais toujours actives? Tu le sais, ce n'est pas ce qui t'est arrivé qui te fatigue, c'est ce que tu continues de porter, de revivre, de ruminer. Carl Jung parlait de l'ombre. Ce qu'il appelait l'ombre, c'est tout ce que tu refuses d'admettre, de ressentir, de traiter. Et tant que tu n'intègres pas cette ombre, elle te contrôle. Elle se manifeste dans ton humeur, tes réactions excessives, ton insomnie, ta fatigue psychique. Pardon ne veut pas dire approuver. Pardon ne veut même pas dire oublier. Pardon veut dire « je cesse de me laisser définir par cette blessure. Je décide que cette partie de mon passé ne détruira pas mon présent. » Des chercheurs de l'Université de Miami ont démontré que les personnes capables de se libérer des ressentiments dorment plus profondément, ont moins de douleurs chroniques et vivent, en moyenne, 4 à 6 ans de plus. C'est physiologique. Quand tu en veux à quelqu'un, ton corps sécrète plus d'adrénaline et de cortisol. Ton cœur s'accélère, ton système nerveux se tend. Tu penses être immobile, mais à l'intérieur, c'est la guerre. Et cette guerre, elle te suit dans la nuit. Oprah Winfrey, encore elle, a dit qu'elle a compris le pouvoir du pardon en réalisant que le pardon, c'est lâcher l'espoir que le passé aurait pu être différent. C'est fort, parce qu'on veut tous cela, que le passé change, que quelqu'un s'excuse, que la douleur soit reconnue. Mais Jung disait déjà que nous ne devenons pas éclairer en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. Pardonner, ce n'est pas nier les ténèbres, c'est les regarder. C'est dire, c'est arrivé, et malgré cela, je choisis de me libérer. Le stoïcisme rejoint cette idée. Sénèque disait que la colère est une forme de folie passagère, une illusion que nous sommes en droit de contrôler le comportement des autres. Épictète, lui, enseignait que nous ne souffrons pas des événements, mais de la manière dont nous les interprétons. Et toi, ce soir, que continues-tu d'interpréter comme une blessure que tu refuses de relâcher? Peut-être que tu as été trahi, oublié, rabaissé. Peut-être que tu as échoué.
Peut-être que tu ne te pardonnes pas toi-même. C'est souvent là que ça coince. Les fautes anciennes, les mots que tu regrettes, les erreurs que tu rejoues en boucle. Là encore, Jung t'apporterait cette clé. Le plus grand fardeau qu'un enfant peut porter, c'est la vie non vécue de ses parents. Et souvent, ce que tu ne te pardonnes pas vient de modèles que tu n'as même pas choisis. Tu portes ce que d'autres t'ont transmis. Il est temps d'arrêter. Dans une étude publiée dans le Journal of Behavioral Medicine, les participants ayant intégré un protocole de pardon ont montré une réduction significative de l'anxiété et de la dépression et une meilleure réponse immunitaire. Oui, ton système immunitaire réagit quand tu pardonnes. Tu guéris biologiquement, pas juste mentalement. Le pardon est un médicament, mais il demande un acte intérieur. Ce soir, au lieu de te demander pourquoi il ou elle a fait ça, demande-toi ce que ça t'a appris. Pas pour excuser, pour reprendre le pouvoir, pour réintégrer ce morceau de toi qui a été laissé en arrière. Pardonner, c'est rappeler à soi toutes les parts rejetées. C'est l'alchimie dont parlait Jung. Transformer le plomb de ta souffrance en or de conscience. Et peut-être que tu ne pourras pas pardonner entièrement ce soir. Ce n'est pas grave. Mais commence. Dis-le mentalement. Nomme-en un. Une situation, une personne, ou toi. Et dis simplement, je ne veux plus que tu diriges ma nuit. Je ne veux plus que tu pollues mon sommeil. Je ne veux plus porter ça. Le pardon n'est pas un cadeau que tu fais à l'autre. C'est un acte de libération. C'est poser à terre ce sac de pierres que personne ne t'obligeait à porter, mais que tu as fini par confondre avec ton identité. Ce soir, pose-le, laisse-le là, et dors, vraiment. Carl Jung disait que la chose la plus terrifiante, c'est de s'accepter soi-même complètement. Et dans cette acceptation, il y a ce mot que tu n'oses peut-être même pas penser, « je t'aime ». Pas dit à quelqu'un d'autre, dit à toi-même, dit au vide, dit à ce que tu as oublié, blessé, abandonné. Pourquoi ces mots font-ils si peur? Pourquoi tant de gens les cherchent toute leur vie chez les autres, mais les fuient quand il s'agit de les incarner? Dans une étude menée par l'Université de Pittsburgh, on a constaté que les personnes ayant une faible estime d'elles-mêmes évitent activement les affirmations positives comme « je t'aime », même en pensée. Cela déclenche chez elles une dissonance cognitive, une sensation d'inconfort profond. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une blessure. Et cette blessure, Jung l'appelait la séparation d'avec le soi. Tant que tu refuses de dire « je t'aime », tu restes dans cette coupure. Tu vis à moitié. Le problème, c'est qu'on a confondu « je t'aime » avec une faiblesse, une dépendance, une romance. On en a fait un slogan de film, pas une vibration intérieure. Pourtant, les neurosciences le confirment. Se parler avec bienveillance, même en silence, modifie l'activité de l'amygdale, la partie du cerveau qui gère la peur et l'agressivité. Une étude publiée dans Psychological Science a démontré que les personnes qui pratiquent l'autocompassion activent les mêmes zones cérébrales que celles impliquées dans la sécurité affective. En d'autres mots, te dire « je t'aime », c'est apprendre à te sentir en sécurité en toi. Et pourtant, c'est ce que tu n'as jamais appris. Tu as appris à performer, à mériter, à corriger, mais pas à aimer. Tu veux des preuves? Regarde autour de toi. Regarde ces adultes brillants, performants, mais incapables de rester seuls sans se juger, incapables de se regarder dans le miroir sans s'agresser mentalement. 78% des gens, selon l'OMS, disent ne pas se sentir dignes d'amour tels qu'ils sont. Et pourtant, le manque d'amour de soi est à la racine de la plupart des dépendances, des angoisses sociales, des burn-out. Tu crois que tu dois être parfait pour t'aimer? Jung te dirait le contraire. Il affirmait que l'individuation, ce processus d'unification de l'être, passe par l'acceptation totale, y compris des parts les plus sombres. Aimer, ce n'est pas s'idéaliser, c'est s'accueillir, même cassé, même contradictoire, même instable. Et si tu penses que c'est abstrait, que ça ne sert à rien, regarde les sportifs de haut niveau. Novak Djokovic médite chaque matin avec des mantras de respect de soi. Michelle Obama parle ouvertement de sa thérapie et de l'importance d'apprendre à se parler avec amour. Même des leaders politiques comme Barack Obama ont confié avoir dû apprendre à s'aimer, à ne pas se juger,
à faire de leur vulnérabilité une force, pas une honte. Le stoïcisme rejoint cela. Épictète disait « Tu es une âme portant un corps, et non l'inverse. » Tant que tu te définis par tes performances, tu oublies ton essence. Dire « je t'aime », ce n'est pas se vanter. C'est rappeler à ton esprit qu'il mérite d'exister, même en silence, même en pause, même ce soir. Et si tu n'arrives pas à le dire franchement, commence autrement. Dis-le à ton enfant intérieur, à l'adolescent que tu as été, à la part de toi qui a eu peur, qui a tenu, qui s'est battu. Ne cherche pas la perfection dans ces mots, cherche la cohérence. Parce que plus tu attends que quelqu'un d'autre te le dise, plus tu remets ton pouvoir à l'extérieur. Carl Jung disait aussi « Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Ces mots « je t'aime » ne sont pas une finalité. Ce sont une clé, une porte, une énergie. Et chaque fois que tu les dis, même dans le silence de ton esprit, tu recables ton inconscient. Tu bâtis une base que rien ni personne ne pourra te voler. Alors ce soir, avant de dormir, même si tu ne le ressens pas encore, dis-le. Doucement, mentalement. Je t'aime. Tu n'as pas besoin de le croire. Il suffit de l'inviter et de laisser l'inconscient faire le reste. Carl Jung disait que, tant que tu n'as pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Cette phrase, si elle ne fait pas trembler quelque chose en toi, c'est peut-être parce que tu ne la vis pas encore. Mais si tu t'es déjà demandé pourquoi certains schémas reviennent toujours, pourquoi tu retombes dans les mêmes relations, les mêmes blocages, les mêmes silences, alors tu portes déjà ces chaînes invisibles. Et ce soir, peut-être, tu peux commencer à les voir. Il ne s'agit pas ici d'un grand cri de liberté. Il s'agit d'un souffle discret qui dit enfin « je me libère ». Mais de quoi exactement? D'abord, de ces pensées répétitives que tu crois tiennes, des injonctions qui viennent de voix que tu as intégrées mais qui ne sont pas toi. D'après une étude menée par la Harvard Medical School, plus de 85% de nos pensées quotidiennes sont répétitives et près de 80% sont négatives. Ce que tu vis n'est pas toujours ta vie. C'est une boucle, une prison intérieure bien décorée. Et le plus pervers, c'est que ces chaînes sont confortables, prévisibles. Jung parlait d'auto-sabotage inconscient, cette tendance à recréer ce qui nous a blessés, simplement parce que c'est ce que l'on connaît. On reste dans des situations limitantes, non pas parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont familières. Comme un prisonnier qui préfère sa cellule à l'inconnu de la liberté. Mais ce que tu ignores peut-être, c'est que ces chaînes ont des effets physiologiques. Les neurosciences ont montré que les pensées de soumission, d'auto-jugement et de résignation chronique réduisent la connectivité du cortex préfrontal, responsable de la prise de décision et de la vision à long terme. Cela t'empêche littéralement de penser un futur différent. Tu ne manques pas de motivation, tu manques de permission intérieure. Et pourtant, certains s'en libèrent. Des personnalités comme Jim Carrey parlent ouvertement du jour où ils ont laissé tomber leur masque. Il a déclaré « J'ai arrêté d'être Jim Carrey, j'ai arrêté de vouloir être quelque chose, et c'est là que j'ai commencé à exister. » Même Jung, en fin de vie, disait qu'il avait passé des années à se libérer de la personne qu'il pensait devoir être pour enfin rencontrer celui qu'il était. Ce n'est pas une citation de livre, c'est une expérience humaine. Le stoïcien Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même que « tu as le pouvoir de retirer ton consentement à toute souffrance qui ne dépend que de ton interprétation. » En d'autres mots, tu peux te libérer à l'instant où tu décides de ne plus nourrir l'enchaînement intérieur. C'est un renversement, un regard nouveau, pas une fuite. Et ce mot « je me libère » n'est pas une fin. C'est une décision silencieuse. C'est accepter que ce que tu tiens à bout de bras depuis des années ne te sert plus. C'est regarder une idée fixe, un trauma, une loyauté inconsciente, et lui dire « je n'ai plus besoin de toi pour survivre ». Car oui, parfois ce que tu portes aujourd'hui, c'est ce qui t'a sauvé hier, cette colère qui te protégeait, cette méfiance qui t'évitait le rejet, cette tension dans le corps qui t'a maintenu debout. Mais maintenant,
Tu n'as plus besoin de rester dans la survie. Tu peux, lentement, entrer dans la vie. Et tu veux savoir ce qui se passe quand tu commences à te libérer. Ton corps réagit, ton souffle change, tes muscles se détendent. Et plus profondément encore, ton inconscient commence à envoyer de nouveaux signaux. Une étude de l'Université d'Oxford a montré que les personnes qui entreprennent un travail conscient de libération intérieure dorment mieux, ont une meilleure immunité et prennent de meilleures décisions financières. Oui, libérer l'invisible a des conséquences visibles. Alors ce soir, ferme les yeux. Demande-toi, de quoi puis-je me libérer maintenant sans me trahir? Est-ce une croyance, un nom, une peur, un rôle? Ne cherche pas à tout démonter. Pose simplement ce mot, je me libère, et laisse-le faire son chemin. Dans les heures, les jours, ou même les rêves. Jung croyait profondément que le changement ne venait jamais de la surface. Il venait d'un mouvement intérieur, parfois imperceptible, mais réel. Une reconnexion avec une vérité plus ancienne, plus vaste. Et ce soir, si tu es là, c'est peut-être que tu es prêt. Prêt à ne plus te définir par ce qui t'enchaîne, mais par ce qui t'appelle. Carl Jung écrivait que « Nous ne nous transformons pas en imaginant des êtres lumineux, mais en rendant les ténèbres conscientes. » Et pourtant, dans cette nuit intérieure, il y a un mot que presque plus personne n'ose utiliser. Je bénis. Ce mot, trop souvent perçu comme religieux, désuet ou naïf, est en réalité une force oubliée. Une posture mentale qui change radicalement la manière dont tu absorbes ce que la vie t'impose. Et si tu le comprends, tu verras qu'il ne s'agit pas d'un acte mystique, mais d'une stratégie mentale puissante. Des études menées au sein de l'Institut HeartMath ont révélé que les émotions de gratitude active, de compassion et de bienveillance, ce qu'on appelle dans le langage ancestral « bénir », modifient la cohérence cardiaque, renforcent l'équilibre nerveux autonome et améliorent la résilience physiologique. Oui, bénir impacte ton cœur, ton cerveau, ton système nerveux. Ce n'est pas un simple mot, c'est un état intérieur qui transforme ce qui t'a blessé en ce qui te construit. Mais attention, je bénis, ce n'est pas dire merci à la souffrance. Ce n'est pas s'agenouiller devant l'injustice. C'est choisir, en conscience, de voir à travers elle, de ne pas lui laisser le dernier mot, de faire comme ces survivants du pire qui un jour ont décidé d'en faire une mission, un message, une lumière pour d'autres. Viktor Frankl, survivant des camps, psychiatre et fondateur de la logothérapie, a écrit que ceux qui ont un pourquoi peuvent survivre à presque tous les comment. Lui aussi, dans les ténèbres, a béni, pas le mal, mais le sens qu'il a choisi de lui donner. Et toi, ce soir, que pourrais-tu bénir? Pas par faiblesse, par force, par maturité intérieure. Peut-être que c'est une épreuve encore chaude, une trahison, une solitude, peut-être une maladie, peut-être une attente sans réponse. Et si tu décidais, juste pour cette nuit, de ne pas voir cette chose comme un obstacle, mais comme un allié incompris, comme une initiation que ton mental rejette, mais que ton âme reconnaît. Jung disait que l'âme souffre si elle ne grandit pas. Et parfois, la douleur est simplement le signal que quelque chose pousse à l'intérieur. Le stoïcisme, là encore, rejoint ce principe. Marc Aurèle écrivait que ce qui empêche l'action accélère l'action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. En d'autres mots, bénir ce qui semble te freiner, c'est détourner la force, c'est reprendre le contrôle narratif. Tu ne subis plus, tu redéfinis. Et ce n'est pas qu'une question philosophique, c'est une question de survie psychique. Une étude de l'Université de Columbia a démontré que les personnes capables de donner un sens positif à leurs difficultés, même de manière symbolique, présentaient une réduction significative des symptômes de stress post-traumatique. Le simple fait de dire intérieurement « je bénis ce que j'ai traversé » permet de redonner un cadre, une histoire, une continuité. Tu veux un exemple vivant? Regardons Nelson Mandela, enfermé 27 ans, torturé, humilié. Et pourtant, il disait bénir cette période car, sans elle, il n'aurait jamais été prêt à unir son pays. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est un choix, un regard, une façon de se dire «
Je ne laisse pas cette douleur me définir autrement que par la dignité avec laquelle je la porte. Et ce soir, toi, dans ton lit, peut-être que tu n'as pas encore ce recul. Peut-être que c'est trop tôt. Mais tu peux déjà semer ce mot. Je bénis. Même sans y croire, même sans comprendre. Dis-le à voix basse, comme un code ancien que ton inconscient connaît mieux que toi. Parce qu'au fond, tu sais, ce que tu refuses t'épuise. Ce que tu maudis s'attache. Ce que tu bénis se transforme. Ce n'est pas un miracle, c'est un basculement, une décision intérieure. Et même si rien ne change à l'extérieur, tu verras que quelque chose s'ouvre. Une brèche, une lumière, un espace que tu croyais fermé. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour recommencer à vivre. Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu embrasses se transforme. » Et pourtant, tu continues peut-être de t'accrocher à cette relation morte, à ce projet vide, à cette idée que tu devrais déjà être ailleurs, meilleur, reconnu. Tu t'accroches parce que tu crois que lâcher, c'est échouer. Mais si c'était l'inverse, si lâcher, c'était l'acte le plus puissant que tu puisses poser ce soir. Le mot « je lâche » est souvent mal compris. On l'associe à l'abandon, à la faiblesse. Mais en réalité, il est au cœur de toutes les philosophies profondes. Dans le stoïcisme comme chez Jung, lâcher prise n'est pas une fuite, c'est un choix radical de lucidité. C'est l'acte de détacher sa paix intérieure d'un résultat extérieur, de ne plus dépendre. Et les faits sont là. Selon l'université de Yale, les personnes qui pratiquent consciemment le lâcher-prise réduisent leur niveau de cortisol de 23% en moyenne et améliorent leur régulation émotionnelle sur le long terme. Ce n'est pas une posture spirituelle abstraite, c'est une compétence neurologique, et tu peux l'apprendre. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce que ton cerveau est câblé pour la maîtrise, pour la boucle. Il préfère se faire du mal dans le connu que d'affronter le vide de l'inconnu. Jung le savait. Il parlait de cette peur du chaos, ce qu'il appelait le processus d'individuation, l'effondrement de ce que tu croyais être pour faire place à ce que tu es vraiment. Et ça demande de lâcher. Non pas tout, mais ce qui n'a plus lieu d'être. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Accepte tout ce qui t'arrive comme s'il avait été écrit pour toi ». C'est exactement cela, lâcher. Cesser de contracter ta volonté contre ce que la vie t'envoie, non pas pour subir, mais pour naviguer, pour redevenir acteur, justement, là où tu étais en guerre contre ce qui est. Et dans la pratique, regarde les sportifs de haut niveau, les artistes. Serena Williams explique qu'avant un match, elle visualise non pas la victoire, mais l'acceptation de chaque point perdu. Elle lâche l'attente du résultat pour rester dans le présent. Jim Carrey, dans une interview célèbre, raconte avoir écrit un chèque de 10 millions de dollars à son nom pour un rôle fictif, puis l'avoir laissé partir sans obsession. Il a reçu ce rôle des années plus tard. La clé? La tension n'était plus là. Le mental était libéré. Car c'est ça le paradoxe. Tant que tu veux contrôler, tu perds l'accès à ce qui veut vraiment émerger. Jung disait « Ce n'est pas en regardant la lumière que l'on devient lumineux, mais en plongeant dans sa propre obscurité. Et parfois, cette obscurité, c'est l'inconnu de ce que tu deviendras après avoir lâché ce que tu crois indispensable. Tu crois que tu tiens encore, mais peut-être que c'est justement ça qui t'empêche d'avancer. Ce soir, demande-toi, qu'est-ce que je contracte inutilement? Qu'est-ce que je retiens par peur? Est-ce une image de toi? Une attente? Une souffrance qui te donne une forme d'identité? Lâcher ne veut pas dire oublier. Lâcher ne veut pas dire cesser d'aimer. Lâcher, c'est dire « Je ne permettrai plus à cela de gouverner mes nuits, mon énergie, mon futur ». C'est un geste, intérieur, silencieux, mais qui change tout. Et tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as juste besoin de te rendre disponible, de dire « Je ne force plus ». Et tu verras. L'instant où tu lâches vraiment, sans colère, sans drame, sans renoncement, un espace s'ouvre. Un espace que rien ni personne ne pouvait occuper tant que tu étais crispé sur l'ancien. C'est là que la vie s'engouffre, que les synchronicités apparaissent, que ton inconscient respire.
Ce soir, dans ton lit, respire profondément et dis-le, doucement. Je lâche. Dis-le pour relâcher ton corps, pour cesser de juger cette journée, pour offrir à ton esprit une nuit sans lutte. Car ce que tu lâches maintenant, c'est peut-être ce qui t'empêchait de vivre libre. Carl Jung a dit « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et pourtant, c'est justement dans le rêve que l'éveil commence. Parce que ce que tu refuses de regarder le jour, ton inconscient te le montre la nuit. Et ce que tu laisses entrer dans ton esprit avant de dormir, construit ton monde intérieur. Tu crois que tu dors, mais en réalité, tu reprogrammes, chaque nuit, sans le savoir. Le sommeil n'est pas une pause, c'est une alchimie. Les neuroscientifiques du MIT ont montré que c'est pendant le sommeil paradoxal que ton cerveau trie, restructure et reconstruit ta mémoire émotionnelle. Si tu t'endors avec du stress, de la colère, du bruit mental, ton inconscient absorbe ce chaos. Mais si tu t'endors en conscience, tu peux transformer ta nuit en laboratoire de transformation. Ce n'est pas un rêve de développement personnel, c'est une vérité biologique. Ton cerveau réécrit ta réalité pendant que tu dors, et pourtant, on te l'a volée. La nuit est devenue un temps négligé, pollué par les écrans, le doute, la surcharge. 62% des adultes déclarent mal dormir régulièrement. Et les études montrent que même une seule nuit de sommeil perturbée augmente de 30% ton niveau de cortisol le lendemain. Tu n'es pas juste fatigué, tu es déréglé. Et tu crois que c'est normal. Mais ce n'est pas une fatalité. Jung savait que le rêve était une clé. Il a étudié pendant plus de 30 ans les symboles qui remontent pendant la nuit, ces images étranges qui ne sont pas absurdes, mais codées. Le rêve, pour lui, est une lettre envoyée par l'inconscient à la conscience. Mais rares sont ceux qui prennent le temps de la lire. Pourquoi? Parce qu'ils s'endorment sans présence, sans conscience, sans direction. Et pourtant, des pratiques très simples peuvent te reconnecter à ce pouvoir. Des expériences menées à Stanford ont montré que la simple répétition d'une intention positive avant de dormir, ce qu'on appelle en psychologie autosuggestion nocturne, améliore la récupération mentale, réduit les troubles anxieux et amplifie les fonctions cognitives au réveil. En d'autres termes, ce que tu penses avant de dormir devient une graine. Et cette graine pousse pendant la nuit. Alors que faire? D'abord, ne pas fuir dans le sommeil, mais entrer en lui, avec lucidité. T'allonger non pas comme quelqu'un qui s'éteint, mais comme quelqu'un qui prépare une traversée. C'est là que le mot « je dors » prend un nouveau sens. Ce n'est plus une fin, c'est un acte de confiance, un abandon conscient, une permission intérieure. Regarde les maîtres spirituels, les philosophes, les grands artistes. Ils respectent le sommeil comme un rituel. Beethoven avait son rituel nocturne. Carl Jung notait ses rêves dès le réveil, les analysait, les confrontait à sa propre transformation. Même des scientifiques comme Nikola Tesla prenaient des instants de silence total avant de s'endormir, convaincus que c'est là que les idées les plus claires se forment. Et toi, ce soir, que veux-tu semer avant de dormir? Quel message veux-tu envoyer à ton inconscient? Ce n'est pas une formule magique, c'est un rendez-vous. Tu peux lui dire « Je dors pour intégrer, je dors pour relâcher, je dors pour renaître ». Ce mot devient alors un rituel sacré, un point final qui commence autre chose, et tu verras. Si tu t'endors dans cet état, si tu portes les 6 mots précédents comme des clés, merci, pardon, je t'aime, je me libère, je bénis, je lâche, alors ce dernier mot devient un passage, je dors, devient je me reconnecte. Tu n'abandonnes pas, tu t'alignes, tu ne te retires pas du monde, tu le prépares autrement. Carl Jung croyait que nous étions tous en chemin vers l'unification intérieure. Le sommeil est ce moment secret où tout peut se recoller, là où les fragments de toi se parlent sans bruit, là où le cœur et l'esprit cessent de lutter. Et si tu fais de ce moment un acte conscient, la nuit deviendra ton allié la plus puissante. Alors ce soir, laisse tout tomber. Éteins le monde. Dis-le une dernière fois, simplement. Je dors. Et entre. Là où tout peut se transformer.